Donc Zeb, vous êtes présent ici au Livre sur les quais, non pas en tant que créateur du très populaire Titeuf, qui m'a valu cette petite contrepétrie initiale. Vous êtes venu y confirmer votre intérêt pour ce qu'on appelle le roman graphique, la bande dessinée sur la durée, sur un format plus long, destiné à un public sans doute un peu différent, plus adulte. Au printemps dernier, vous avez publié aux éditions Rue de Sèvres un album intitulé « Ce que nous sommes ». Ce « nous » fait référence à nous tous, les humains, c'est-à-dire que vous y interrogez la place de l'humanité dans la grande chaîne du vivant, les spécificités aussi de notre condition humaine. Et au cœur de ce livre réside une question fondamentale, qu'est-ce qui fait de nous des humains ? Vous imaginez le travail de réflexion qu'il y a derrière cette question. Donc pour tenter d'y répondre, vous avez imaginé un avenir probable et pas forcément souhaitable à ceux qui viendront après nous, qui nous succéderont, plongés dans un monde où l'hypertechnologie aura profondément bouleversé notre rapport au réel. Et ce que nous sommes est un récit d'anticipation situé en 2113. Dans cette dystopie plutôt inquiétante, comme le sont toujours les dystopies, vous abordez des thématiques scientifiques, éthiques, politiques et aussi environnementales particulièrement vertigineuses. Et c'est de cela que nous allons parler dans l'heure qui suit. Il y aura forcément une dernière partie où nous vous tendrons le micro. Vous aurez l'occasion de poser des questions très directement à Zep sur cet ouvrage plus particulièrement. Mais avant toute chose, j'aimerais que vous nous parliez de cette transition non pas climatique, mais plutôt personnelle et éditoriale, Zep, que vous avez opérée il y a quelques années entre les frasques d'un garnement à la mèche rebelle en format resserré et des histoires plus intimistes, plus réalistes, en tout cas avec un dessin plus réaliste, développé sur la longueur narrative. En d'autres termes, comment le roman graphique s'est imposé dans votre parcours d'auteur et de dessinateur ? Alors, c'est venu par étapes, en fait, c'est venu par paliers. J'avais commencé à... déjà, quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée, ce qui m'intéressait, c'était de dessiner des personnages. J'ai commencé enfant, comme un peu tous les auteurs de BD, et j'aimais dessiner des bons hommes et raconter des histoires avec ces personnages. Petit à petit, je me suis aperçu que dans une mise en scène de bande dessinée, on a quand même besoin d'un décor de temps en temps. Et le décor, c'est souvent le parent pauvre. Quand on est jeune dessinateur, ça nous casse les pieds et c'est pas quelque chose qui est très, très attractif. Donc, je me bornais à recopier un peu les décors dans les autres bandes dessinées, comme on fait souvent pour apprendre. Donc j'avais des auteurs que j'admirais, et puis je recopiais un bout de mur de Tardy, un réverbère de Franquin, un toit de Gibra, et je composais un petit peu mes pages comme ça. C'est un passage obligé lorsqu'on débute. En fait, c'est un peu obligatoire parce qu'on doit apprendre tellement de choses en peu de temps. C'est un métier qui est un peu bâtard, la bande dessinée. On cumule, il y a un peu de littérature, parce qu'on raconte des histoires dans des livres. Il faut faire de la mise en scène, il faut faire des décors, il faut savoir diriger des comédiens. Donc il y a quelque chose qui est proche du théâtre aussi. Et puis, il faut apprendre à dessiner toutes ces choses-là en même temps. Et c'est assez rare qu'on sache le faire jeune. Souvent, il faut une certaine maturité pour acquérir tout ça. Donc au début, forcément, on va piquer un petit peu partout ce qui nous manque. Et puis, je me suis aperçu que d'envisager le décor uniquement comme une corvée, c'était pas génial, parce que déjà, ça formatait un peu mes histoires. J'évitais toujours des histoires où il y avait du décor. Et puis, je voyais aussi que certains de mes camarades prenaient beaucoup de plaisir à dessiner des décors et en faisaient de très beaux, parce qu'ils s'inspiraient du réel. Donc, je crois que c'était ma copine à l'époque qui m'avait offert un carnet de croquis, qui m'a dit mais va dessiner dehors, parce que c'est aussi un peu le truc, c'est que le dessinateur, c'est une caricature, mais c'est assez réel. On est souvent vissé à notre table de travail, c'est très long et on sort peu. Et j'avais pas envie de voyager parce que j'avais pas le temps, parce que je bossais sur mes albums. Et depuis, vous ne sortez jamais sans un carnet. Alors voilà, maintenant j'ai toujours des carnets avec moi et j'ai pris goût à dessiner ce que je vois autour de moi, à dessiner des gens. Ça, j'aimais déjà beaucoup. Je dessinais chaque fois que j'étais dans le train, dans une gare, dans un lieu public. Ici, je vais pas pouvoir le faire parce que vous allez me repérer, mais idéalement, c'est qu'on me voit pas quand je suis en train de le faire. Et puis là, j'ai commencé à dessiner du décor et j'ai rempli des carnets alors, d'abord des choses qui m'intéressaient. J'ai plus dessiné la nature, des arbres, des bâtiments qui étaient souvent des anciens bâtiments qui avaient été un peu patinés par le temps. Et puis, à force de remplir ces carnets, ça donnait un dessin d'observation qui avait un côté peut-être plus mélancolique, plus grave que mon dessin BD dans Titeuf.
Et je les ai montrés à gauche, à droite, dans une exposition. Et un jour, Gallimard me propose de faire un livre qui compile mes carnets de voyage. Et il me dit, ce serait bien que tu écrives des petites choses autour, que tu écrives un peu des légendes, pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu faisais ça. Donc j'ai écrit des textes. Alors d'abord j'ai écrit une première mouture, j'ai essayé de faire des gags, des choses un peu drôles sur tous mes dessins. Puis ils m'ont dit, mais c'est pas le propos, donc il faut que tu racontes vraiment ce qui se passait dans ta tête quand tu écrivais ça. C'est ça qui nous intéresse au fond. Alors j'ai écrit des petites pensées. Et c'est vrai que quand on dessine, c'est une espèce de méditation. On est là, on observe, on reste des fois 1 heure à observer quelque chose. C'est une manière, c'est comme faire une photographie, mais très très lentement, quoi. Et beaucoup de gens m'ont parlé de ce livre après, en me disant qu'ils avaient aimé la tonalité que ça avait, que c'était un livre qui était un peu à part. Et c'est quelque chose que j'avais aussi dans mes envies, dans mes carnets, de raconter des histoires plus graves, qui n'étaient pas forcément de la comédie, qui n'étaient pas forcément du gag. Et le fait qu'on valide ce truc-là, je me suis dit, au fond, c'est pas parce que je suis un auteur comique que j'ai pas le droit d'écrire des choses qui sont pas drôles. Vous vous sentiez un peu confiné dans le registre comique, je pense la brièveté. Il y a toujours une espèce je sais pas, c'est une espèce de politesse, mais on se dit si on a déjà eu la chance d'être reconnu dans un domaine, on va pas aller empiéter dans un autre. Voilà, et je crois que c'était ça. Je me disais, je peux peut-être écrire des histoires pour d'autres dessinateurs, mais je vais pas me mettre moi à le faire. Et puis les premières histoires qui me sont venues, la première qui m'est venue dans cette couleur-là, c'était une histoire d'homme. Et j'avais vraiment. C'est le titre de l'ouvrage, hein, c'est une histoire d'homme. Voilà, c'était le 2013. titre du livre. Et j'avais vraiment envie de le dessiner, moi. Donc je suis parti de ce dessin d'observation. C'est-à-dire que je me suis dit, je vais pas me réinventer dessinateur réaliste comme ça. Enfin, d'abord, j'ai pensé que je pouvais le faire. Donc j'ai fait une première version qui était une espèce de dessin entre mon dessin humoristique et un dessin réaliste. C'était assez laid. Et j'ai fait tout l'album comme ça, je l'ai vu, j'étais horrifié, je l'ai recommencé une deuxième fois, et quand je l'ai terminé une deuxième fois, je l'aimais toujours pas, et je me suis dit, il faut pas que je fasse comme ça, il faut que je dessine d'après le réel. Donc j'ai demandé à des gens de poser pour moi, et alors là, je l'ai fait un peu de bric et de broc sur celui-là, parce que l'album existait déjà, et j'ai refait une troisième version, c'est la version qui a été publiée. Et après, pour tous ces albums, en fait, je travaille de manière vraiment différente que sur un album humoristique, c'est que je fais mon storyboard, j'écris mon histoire, je fais mon storyboard, donc mon conducteur, ma bande dessinée est dessinée de manière assez rudimentaire, et puis je fais un casting, je me dis, tiens, tel personnage, voilà qui pourrait figurer ce personnage. C'est nécessaire pour vous d'avoir comme support visuel un visage inscrit dans la réalité. Alors non seulement un visage, mais un corps. Enfin, j'ai besoin de quelqu'un. C'est-à-dire, je vais pas prendre Bruce Willis. Je vais aller trouver quelqu'un qui est dans mon environnement et je vais lui demander s'il veut bien poser pour moi. Et la personne va venir. Je vais faire du dessin de figure avec cette personne. Ça relève d'un souci de réalisme. De réalisme et d'authenticité aussi dans le jeu, parce que s'il y a le réalisme du trait, mais il y a aussi personne ne va. Il y a toujours un truc dans la bande dessinée. Comme on doit aller très vite, on a des codes, des trucs, et on va dessiner toujours. Je sais pas, quelqu'un qui court, il court toujours de la même manière. Quelqu'un qui boit un verre, il boit toujours de la même manière. Une fois qu'on a trouvé comment le faire, on est tellement content qu'on le reproduit à l'infini. Et c'est un côté un peu, pour moi, qui enlève un peu de réalisme au récit. Parce que personne court de la même manière, personne tient un verre de la même manière, personne lit un livre de la même manière. Et j'aime bien demander à des gens de le faire et essayer de choper la singularité du geste. Donc vous les faites poser dans une situation particulière, ça relève un peu du dessin d'académie, ça. Exactement, ouais. Idéalement, je leur fais poser tout l'album. C'est-à-dire que j'ai tout mon storyboard et je leur demande de poser sur toutes les cases. Alors, il y a plein de cases où je fais des photos parce que les pauvres, autrement, ils devraient rester 2 semaines chez moi. Mais il y a beaucoup de choses que je dessine. Et puis après, ils prêtent leurs traits, mais je peux les modifier un petit peu. Donc je trouve toujours dans The End et dans Ce que nous sommes, les 2 personnages principaux, c'est mes 2 garçons, parce que j'essaie toujours de trouver des gens qui sont dans mon entourage. C'est plus simple de leur redemander régulièrement, chaque fois qu'il y a une modification, de refaire une pause. Mais j'aime bien ce truc. Et tous les décors aussi,
dans la mesure du possible, parce que quand c'est un décor futuriste, je suis obligé de l'inventer, mais j'aime aller sur place le dessiner. Donc si on remonte le fil de votre bibliographie, il y a eu en effet une histoire d'homme. Alors c'est une histoire de 4 potes, des rockers, qui se retrouvent 20 ans après que leur groupe a splitté. Et d'ailleurs, ça me fait penser que le rock, vous êtes un grand fan de rock, vous l'avez pratiqué sans doute lors de vos années un peu plus jeunes, plus éloignées, et vous devez votre pseudonyme, votre nom d'artiste à un célèbre groupe de rock. Il faudrait peut-être le rappeler ici. Oui, c'était Led Zeppelin. On était fans de Led Zeppelin. J'avais 12 ans là. Et on faisait un journal au cycle qu'on avait appelé Zepp en hommage à Led Zeppelin. Et comme je me suis retrouvé très vite le seul à faire ce journal, je crois que ça intéressait que moi au fond, les gens m'ont appelé Zepp dans l'école et j'ai gardé c'est pas prémédité, j'ai pas cherché un pseudonyme. En fait, on m'appelait Zepp par erreur, comme parfois on m'appelle Titoff. Ouais. Et donc j'ai gardé. J'assume. J'ai gardé le nom. Il y a un très très bel ouvrage aussi que vous avez publié quelques années plus tard, c'était en 2016, un album intitulé « Un bruit étrange et beau ». Et là, je pense que vous avez surpris pas mal de vos fidèles lecteurs. C'est un récit très intimiste dans lequel on découvre un moine chartreux qui est à la Val-Sainte et qui a fait vœu de silence. Et il est contraint de se rendre à Paris pour des histoires de succession. Et dans ce récit, vous abordez des thèmes carrément, vous n'avez pas peur, liés à la spiritualité, au sens de la vie, à notre rapport à la maladie, à la mort. C'est un tournant aussi dans votre bibliographie, dans votre parcours personnel, cet album. Ouais, c'est un album qui, pour moi, c'était un projet hyper intimiste. J'aimais cette histoire, elle m'est venue comme ça, dans une insomnie. Et puis, j'ai commencé à prendre des notes. Et là, je me suis retrouvé face à un problème, c'est que j'avais envie d'aller dessiner sur place. Et donc, j'ai demandé à la Val-Sainte, donc qui est la chartreuse qu'on a ici, dans le canton de Fribourg, si je pouvais aller dessiner dans le monastère. J'attends encore leur réponse. Ça ne vous a jamais été accordé? Non, mais en fait j'ai utilisé comme base de documentation un film qui s'appelle Le Grand Silence, qu'un cinéaste allemand a fait sur la Grande Chartreuse. Et au tout début de son film, il raconte qu'il a écrit à la Grande Chartreuse parce qu'il avait ce projet. Et il a jamais eu de réponse, donc il a fait d'autres films, il a fait d'autres choses dans sa vie. Et 18 ans après, il a reçu une lettre où on lui disait « Oui, vous pouvez venir ». Mais même pas, désolé pour le délai, parce que c'est des gens qui sont donc ils vont peut-être me répondre. Donc 2016 plus 18, je vous laisse faire le calcul, ce sera pour un autre monde. Et puis vous avez cité le titre de cet album qui est apparu en 2018, c'est The End, avec la chanson des Doors, This is the End, en fond sonore. Vous y exposez vos préoccupations écologiques avec un scénario carrément catastrophe qui voit la plus grande partie de l'humanité disparaître. C'est une disparition, et il en est question dans l'album, presque comparable à celle des dinosaures il y a plusieurs centaines de millions d'années. Et là, vous tissez vraiment un narratif extrêmement angoissant par rapport à ce qui pourrait nous arriver. Oui, là j'étais parti. C'est un fait divers, un fait divers scientifique, comme avait raconté mon fils, que j'avais trouvé absolument fascinant, qui s'est passé il y a, je pense, un peu plus de 20 ans, dans un des parcs d'Afrique, où un garde-chasse retrouve le matin des antilopes, des grandes antilopes qui s'appellent des koudous, qui sont mortes par terre, qui n'ont aucune trace, aucune lésion, elles n'ont pas été attaquées par un prédateur, elles sont juste mortes. Et ils se demandent ce qui s'est passé. Donc évidemment, tout de suite, ils pensent à un empoisonnement. Ils font autopsier les koudous. Ils découvrent qu'il n'y a rien. Elles ont juste des feuilles d'eucalyptus dans le ventre, ou des feuilles d'acacia. Et donc c'est ce qu'elles mangent habituellement. Donc rien d'anormal. Et la situation se répète plusieurs fois. Et un moment, un scientifique a une hypothèse un peu folle. Il dit peut-être que ces feuilles d'acacia, en fait, comme les koudous sont développées de manière anormale, pas naturelle dans le parc, il y en a trop, il y a une régulation, et que les acacias les ont régulées en devenant toxiques à l'heure où elles mangent. Parce qu'ils ont analysé les acacias pour voir si, évidemment, tout est normal. Donc, et au début, c'est pas du tout pris au sérieux. Après, il y a des analyses qui sont faites et ils se sont aperçus que effectivement, au moment où les koudous viennent manger, où les premiers viennent manger, les acacias émettaient un signal dans l'air qui prévenait tous les acacias de la région et ils faisaient monter un taux de tanin extrêmement fort qui les rendait toxiques. Les koudous mangeaient, ils mouraient, le taux de tanin retombait et tout devenait normal. Une sorte de crime parfait. Et après,
impossible de savoir comment ça s'était passé. Et c'est un des premiers signes manifestes qui a lancé toute cette étude autour de l'intelligence des arbres, le fait que les arbres communiquent entre eux et que tout le vivant communique en fait. Et ça a été pour la communauté scientifique beaucoup de résistance parce que c'était dire au fond cette nature qu'on observe sur laquelle on a un regard extrêmement supérieur, peut-être qu'elle nous observe aussi et qu'elle a aussi un projet sur nous. Donc les arbres pourraient avoir une influence sur la surpopulation des antilopes, mais vous franchissez un pas supplémentaire. Vous imaginez dans cet album qu'il pourrait aussi réguler la population humaine, drastiquement. Voilà. Oui. Oui, c'est la quatrième de couverture dit, je me souviens plus exactement. Je pensais que nous étions là pour observer la forêt, mais c'est elle qui nous observe. Voilà. Et moi, je suis assez convaincu de ça. Alors, je suis pas du tout convaincu que les arbres vont nous exterminer, mais je pense que la nature nous observe. Et chaque fois pour ces livres où il y a aussi une fiction avec un propos scientifique, je travaille avec des scientifiques qui ont été des gens pionniers dans ce domaine. Et là, j'ai beaucoup dialogué avec un botaniste génial français qui s'appelle Francis Allais, qui depuis 60 ans observe les arbres, les cartographie, les dessine et a appris énormément de choses et communique beaucoup de choses passionnantes autour des arbres. Et lui disait, l'homme vient d'arriver en fait. Nous, on est les derniers arrivés dans cette affaire. On est la dernière espèce à être arrivée et on n'a pas trouvé notre place dans cette partition terrestre. Donc, sûrement que toute la nature est en train de nous observer avec un rapport au temps, alors là encore plus long que celui des Chartreux, je pense, et en train de se dire mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Parce que on a pris des chemins, l'humanité a pris des chemins qui sont assez vu de la nature, qui doivent être assez étranges quand même. Comme quoi il n'y a pas que les extraterrestres qui nous observent, il y a aussi les arbres. Et ça va accentuer notre sentiment de parano. Qu'on a considéré longtemps, un peu comme pendant très longtemps, on a considéré qu'on était les seuls êtres vivants sur Terre. Et on disait, le vivant, c'est pas des êtres vivants. Nous, on est des êtres vivants, le reste, c'est des choses qui poussent. Ce sont des choses, voilà, exactement. Et c'est vrai, Zeb, que tout comme dans ce que nous sommes, dans The End, vous questionnez la place de l'humanité dans la grande chaîne du vivant en explorant des pistes scientifiques. Et j'ai le sentiment que ces deux albums, par leur thématique, sont un peu jumeaux, comme si c'était un diptyque, celui dont on va parler maintenant, ce que nous sommes, et The End. Que pensez-vous de cette hypothèse ? Oui, c'est assez juste, en fait. The End est une histoire contemporaine, alors que ce que nous sommes se passe dans un siècle. Donc là, c'est une hypothèse catastrophique de ce qui pourrait se passer aujourd'hui. Et là, c'est une hypothèse pas beaucoup plus optimiste de ce qui pourrait se passer dans 100 ans. Mais je pense que le genre de récit futuriste, de science-fiction, doit toujours avoir quelque chose d'inquiétant. En fait, il a un rôle de signal. C'est rare qu'on nous dépeigne un futur formidable. C'est vrai. Plutôt des dystopies que des utopies. On nous dépeint toujours, voilà. Et parce que je pense, ça, ce rôle-là, c'est d'interpeller sur ce que l'on fait aujourd'hui et des conséquences que ça aura dans le futur. Et de la même manière que tous les activistes qui travaillent dans l'environnement aujourd'hui ont ce discours-là, ont ce genre de discours contre lesquels on est vachement en résistance, parce que c'est vrai que quand on nous dit ce que vous faites, vous voyez, ça va tourner forcément à la catastrophe. On n'a pas envie d'entendre ce discours. Pensez aux scientifiques du GIEC notamment. Voilà, et c'est pas toujours quelque chose qui va nous mettre en mouvement, c'est plutôt quelque chose qui aurait tendance à nous paralyser, à nous bloquer dans nos... Enfin, il y a aussi tout un discours cynique maintenant au-delà des climato-sceptiques, mais il y a aussi les climato-cyniques qui vont dire de toute façon tout est foutu, donc allons-y, continuons comme ça et profitons un maximum. Fatalisme. Alors que je pense que la fiction, elle nous emmène dans on se met dans le récit parce qu'on n'est pas en résistance, et puis on va vivre le truc et on peut se dire tiens, est-ce que c'est le futur dont j'ai envie? Et de la même manière, je pense qu'on a été alerté sur les questions éthiques du clonage, sûrement beaucoup plus en regardant Blade Runner qu'en écoutant des discours de scientifiques. Donc la fiction, elle a ce rôle-là aussi.
Je disais que c'était des albums jumeaux parce qu'ils sont construits tous les deux comme un thriller, on peut oser le mot, avec une enquête, du suspense, un dénouement qui laisse entrevoir un nouveau monde et une nouvelle civilisation. Mais ces livres, il faut le préciser, vous en avez signé et le scénario et le dessin. Il vous arrive de confier des scénarios à d'autres dessinateurs, mais jamais vous n'avez accueilli un scénario de quelqu'un d'autre pour y placer vos dessins à vous-même. Et ça, c'est une volonté de votre part. Je l'ai fait une fois, au début de ma carrière, avec un scénariste que j'admirais beaucoup, qui s'appelle Yann, mais il m'avait écrit une histoire de 10 pages pour un livre collectif. Ouais. Et en fait, j'ai pas aimé cette expérience, mais parce que j'ai beaucoup d'histoires déjà en attente, donc j'ai pas vraiment envie d'écrire, de dessiner celles des autres. Et je me sens pas un interprète dans la bande dessinée, en fait. Je me sens, si je devais prendre un parallèle musical, voilà, j'ai besoin de dessiner ce que j'ai écrit. J'ai l'impression que c'est plus logique. Et quand j'écris pour des autres, c'est toujours aussi un peu... alors à la fois c'est génial parce qu'on voit les autres emmener un récit ailleurs, mais c'est des fois un peu pénible quand même qu'il l'emmène ailleurs. On aimerait qu'il reste dans ce qu'on a écrit. Ça a été pénible pour vous en 2019 d'écrire un scénario pour Dominique Bertaille. Je pense à Paris 2119. Là aussi, on est dans l'ASF, dans l'anticipation. Alors, c'est toujours écrire pour Dominique Bertaille. On peut pas dire que c'est pénible, c'est génial parce que c'est un immense dessinateur et j'étais très heureux de voir tout à coup cette histoire prendre forme sous son pinceau. Mais c'est vrai que je suis assez maniaque dans ma manière d'écrire les histoires. Et par exemple, par rapport à d'autres scénaristes qui fournissent un script, moi je fournis un storyboard qui est entièrement découpé. Et donc la contrainte est encore supérieure. Alors, parce voilà, qu'il y a déjà il y a des dessinateurs, par exemple, qui me disent, moi j'ai pas envie parce que j'ai l'impression que tu m'as déjà fait une partie du travail et tu m'as volé peut-être la partie que je préfère du travail. Donc tout le monde n'a pas envie de faire ça. Et Dominique Bertaille, qui l'a fait, il a adapté, il a changé des choses, parce que forcément, un dessinateur, il faut aussi lui laisser de la liberté, sinon il s'ennuie. Mais quand on a découpé, qu'on a fait 15 versions d'un récit, où on sait exactement que le personnage, il doit se tenir comme ça et comme ça, on n'a pas forcément envie que quelqu'un le refasse derrière. Donc je pense que j'ai pas la souplesse d'esprit pour être scénariste pour d'autres. Alors si vous le voulez bien, Zep, j'aimerais donner quelques informations sur le pitch de cet album qui nous occupe aujourd'hui, Ce que nous sommes, parce que je suis sûr que dans la salle, il y a des gens qui ne vous ont encore pas lu, Les Vénards, mais pour qu'ils comprennent à peu près de quoi on va parler, j'aimerais donner 2-3 indications. Donc le héros de Ce que nous sommes, c'est un jeune homme auquel vous avez donné les traits de l'un de votre fils. D'ailleurs, vous le remerciez sur la première page, vous nous direz pourquoi c'est important pour vous tout à l'heure. Ce jeune homme dans la fiction se prénomme Constant. Il vit dans un centre urbain parmi une société très minoritaire de privilégiés qui possède un cerveau augmenté ou un deuxième cerveau. Et grâce à un implant, ce jeune homme Constant est relié au Data Brain Center, une gigantesque mémoire de stockage qui offre aux connectés d'innombrables connaissances. Par un simple téléchargement, on apprend qu'on peut apprendre 12 langues par un téléchargement de 3 minutes. Ça fait rêver les pauvres humains que nous sommes du 21e siècle, en ce début du 21e siècle. Et le Data Brain Center permet aussi à ceux qui y sont connectés de vivre des expériences virtuelles tout à fait inédites, très variées, dans une sorte de métavers. La vie de Constant va être bouleversée lorsqu'il se fera pirater sa mémoire artificielle, et comme son cerveau a acquis peu de connaissances par l'expérience, mais surtout par le téléchargement, il va perdre son identité et sa mémoire. Il sera recueilli chez une jeune femme qui réside de l'autre côté du périphérique, où la majorité de la population survit sans les avantages des hyperconnectés. Et cette jeune femme, nommée Hazel, à qui vous avez prêté les traits aussi de quelqu'un de célèbre, va tenter de redonner une identité, une histoire à son protégé, grâce d'une part à sa bienveillance, c'est un très beau personnage, mais aussi à ses connaissances assez poussées en technologie. Donc on l'a compris, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un récit qui s'inscrit dans la science-fiction. Dans votre histoire personnelle, comment avez-vous abordé, comment vous êtes-vous intéressé petit à petit à ce genre qui est quand même très codifié? Je pense qu'il y a des connaisseurs dans la salle de SF et des amateurs. Moi, je me sens pas un auteur de science-fiction parce qu'il n'y a pas de. En fait, je reste sur des histoires humaines autour de personnages. Il y a un propos scientifique, mais qui est plus proche de la fable que je vais pas. Enfin, je vais quand même à fond dans mon propos scientifique. C'est-à-dire que je suis allé rencontrer le professeur Pierre Magistretti, qui a été
pendant plusieurs années un des scientifiques en charge d'un projet complètement incroyable qui s'appelle Blue Brain, ici à l'EPFL, qui est la numérisation d'un cerveau humain, donc la réalisation, la réplique numérique d'un cerveau humain. Il faut dire le nom de ce projet, Human Brain Project. Ouais, ça a été Human Brain et Blue Brain, ça a changé plusieurs fois. Et, enfin, c'est un projet qui a toujours cours, hein, qui devrait se terminer selon la théorie en 2024, je crois. Ou 24, ouais, alors peut-être qu'ils ont... mais c'est un projet qui a soulevé énormément de questions et évidemment toutes sortes de tergiversations, parce que c'est un projet qui semble être fait pour les gens qui écrivent de la SF. Ouais. Enfin, que tout à coup, on dit qu'on va faire une réplique numérique, donc qu'on pourrait complètement expliquer le fonctionnement d'un cerveau humain. Et donc j'ai imaginé que dans un futur relativement proche, ce cerveau humain pourrait être, parce que là actuellement cette machine, ce Blue Brain, c'est quelque chose qui est plus grand que cette pièce, je pense, mais que ce serait miniaturisé et qu'on pourrait avoir tous accès à un Blue Brain personnel qui nous permettrait effectivement de télécharger des informations au lieu de les apprendre. Et c'est quelque chose qui me semblait pas très original, parce que c'est déjà ce qu'on fait avec nos téléphones. Moi, j'ai déjà un exo-cerveau, c'est mon téléphone, il est au bout de ma main. Énormément de choses que je mémorisais avant, j'ai cessé de le faire au profit de mon téléphone. Parce que comme lui retrouve l'information beaucoup plus vite que ma tête, par exemple, les numéros de téléphone de mes amis, les adresses, les dates de naissance, même des informations sur des choses qui... en quelle année John Ford a fait tel film, franchement, est-ce que ça vaut encore la peine de le mémoriser? Vous appuyez sur... En 15 secondes, vous avez l'information. Donc, notre cerveau a gagné en paresse. On a délesté ces informations. Vous voulez dire qu'on est devenu des hommes diminués au lieu d'être augmentés? On est devenu des hommes diminués au profit de la technologie qui nous augmente et qui crée une illusion d'humain augmenté. Et ça me semblait être un départ intéressant pour écrire une histoire. Et je suis allé rencontrer ce professeur. Et une des premières choses donc on a parlé du scénario, je lui ai raconté mon histoire. Et puis il m'a dit, mais il faut savoir que ce projet Human Brain, il a un coût énergétique énorme. C'est que pour faire fonctionner un cerveau numérique qui reproduit les milliards de connexions par seconde qu'il y a dans notre cerveau, nous, humains, on fonctionne avec le voltage de notre corps, qui est l'équivalent d'une petite ampoule. De 20 watts 20 watts, ouais. On fonctionne à 20 watts. Et ce cerveau, il consommera l'énergie d'une ville comme Paris, pour un cerveau. Donc il dit, c'est pas demain. Il dit, on peut imaginer qu'on le miniaturise, on peut imaginer qu'on progresse, mais par contre, l'énergie, du nombre de connexions, l'électricité qui est nécessitée pour faire fonctionner ce cerveau, à moins qu'on trouve une nouvelle source d'énergie tout à coup qui sort de nulle part et qui change la donne, c'est pas possible que ça existe, qu'un jour tous les humains aient accès à ça. D'où, dans le récit, il y a vraiment ce clivage avec, effectivement, une partie des gens privilégiés qui ont accès à ça et qui accaparent toute l'énergie de la Terre, et les autres doivent se débrouiller en faisant des feux de bois. Et ce professeur Pierre Magistretti, qui a travaillé pour ce projet que j'appelle toujours Human Brain Project, a été pour vous une sorte de caution scientifique. C'était important pour vous que votre histoire, toute fictive qu'elle est, repose sur des données, selon nos connaissances actuelles, fiables et vérifiées. C'est surtout entretenir un dialogue avec quelqu'un qui est dans le domaine, parce que souvent, enfin je m'étais rendu compte de ça avec Francis Allais pour Diane, c'est que eux ont découvert des choses qui sont encore beaucoup plus incroyables que moi ce que je vais mettre dans un récit de fiction. Donc j'aime bien avoir ce discours. Après, ils me fournissent un nombre d'informations dont je fais très peu de choses. Pour eux, ça doit être un peu frustrant parce que on reste dans une fable, dans quelque chose de très simplifié. Et du synthétique aussi, par rapport à la complexité. C'est de la bande dessinée, on n'a pas non plus 3000 pages pour développer. Et je me rappelle que Pierre Magistretti me disait, il faut absolument que tu parles des gliales, parce que ça, c'est vraiment à la pointe de la recherche, et c'est ces cellules glaireuses, en fait, qui facilitent le flux électrique dans le cerveau. Il dit, là vraiment, c'était à la pointe de la recherche, donc c'est bien de mettre ça dans ton récit. Et j'ai essayé, mais après je me suis dit, mais Pierre, mon récit, moi je suis pas du tout en train de faire un récit pour les gens qui écrivent dans Science. Je suis en train de faire un récit pour les gens comme moi qui ont une approche scientifique de touristes, en fait, qui entendent des idées, mais
vont pas aller dans le détail, ils vont pas aller mettre les mains dans la machine. Donc on n'explique pas vraiment ce qui se passe dans ce cerveau numérique, mais effectivement, c'est possible, c'est plausible. Et pour moi, d'avoir un scientifique qui est un expert de la question, qui me dit oui, c'est plausible, j'aime bien cette idée, ouais. J'aime bien. Je suis pas en train de faire Star Wars ou des récits de super-héros où le gars il se fait piquer par une araignée qui est passée à côté d'un baril d'uranium et où on nous dit en 3 secondes et son ADN il est devenu un homme araignée. C'est stupide. Je croyais à ça quand j'avais 10 ans, mais aujourd'hui, si je vais au cinéma, je peux pas, j'ai envie de rigoler. Donc, moi, j'ai envie que l'idée telle qu'elle est amenée, elle fasse pas rigoler, qu'on puisse croire à cette menace, en fait. Ça rejoint votre souci de réalisme qu'on trouve dans le dessin, mais aussi dans le scénario. Complètement, ouais. Est-ce que Pierre Magistretti a suivi toute l'évolution, l'élaboration de l'album ? Alors, je lui ai envoyé toutes les étapes. Est-ce qu'il a tout lu ? Je ne peux pas parler pour lui, mais parce qu'il a aussi une vie bien remplie de scientifique. Mais il est venu après, tout comme l'avait fait Francis Allais, quand l'album est sorti, et c'est là où je trouvais que il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on a fait une partie de ce qu'on appelle pompeusement la promo, mais quand on va se balader puis qu'on fait des rencontres comme ici à la sortie du film, à la sortie du livre, et qu'on va dans des émissions, et ça permet d'avoir tout à coup un scientifique qui... Alors moi je raconte une fable, et un scientifique amène des éléments réels d'où en est la science aujourd'hui. Et où elle en est aujourd'hui, c'est encore différent que la première fois que je l'ai questionné. Parce qu'en 2 ans, les choses changent. Et ça, je trouve que ça ouvre un dialogue qui est hyper intéressant entre la fiction et la réalité. Alors ça, c'est pour l'aspect scientifique, mais je le disais en introduction, cet album a une dimension politique indéniable. Parce que ce sont en effet des nantis privilégiés, au long de quoi on l'ignore, qui ont accès à une vie connectée, à une vie augmentée, utilisant la plus grande partie, vous le disiez à l'instant, de l'énergie à disposition, alors que le reste de l'humanité, l'immense majorité de la population, est renvoyée à la périphérie, derrière un rideau, une sorte de rideau électromagnétique infranchissable, et c'est là qu'ils sont censés survivre avec les moyens du bord. Donc on est là presque dans la métaphore de notre société contemporaine, entre les nantis, les pays industrialisés, et ceux qui sont censés se débrouiller de l'autre côté de la barrière, qui n'est peut-être pas électromagnétique, mais politique. Oui, politique et physique aussi, parce qu'il y a la tentation de beaucoup de gouvernements de faire des murs et des barrières électrifiées autour de leur pays pour que personne puisse entrer. C'est une tentation assez forte, et puis non, là on pousse à peine les curseurs par rapport à notre réalité. Et on sait que tout ce discours autour de l'humain augmenté, qui est un peu, effectivement, pour moi, pas un humain augmenté, mais tous les discours de ces chercheurs et ces milliardaires qui travaillent sur comment vivre éternellement. Le transhumanisme. Le transhumanisme, on est en train de parler de quelque chose qui concerne très très peu de gens. C'est pas pour vous et moi, c'est pour une centaine de personnes sur Terre. J'avais pas l'intention de devenir éternel. J'imagine que vous. Quel ennui, moi non plus. Non. Ouais. Donc c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler, sans abuser des mots, une sorte d'apartheid technologique qui sépare les super nantis et le reste de la population. Oui, qui est déjà là. Alors pour le moment, on est encore beaucoup dans cet apartheid technologique, mais on sait que plus on va aller vers quelque chose de pointu, plus l'assistance va être forte technologiquement, plus elle va être gourmande en termes d'énergie. Donc on va devoir se séparer de pays qui sont pas assez riches pour payer l'addition. Ouais. Et alors en Suisse, on vit nous dans une espèce d'endroit privilégié où on a l'impression que de toute façon on va jamais être mis à côté, mais je pense que ça va arriver aussi, et c'est intéressant. Enfin, ce qui est intéressant, c'est la question de dire, est-ce qu'on a envie de cette humanité-là? Est-ce qu'on a envie de ce transhumanisme? Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Parce que c'est un mot qui veut un peu tout dire et rien dire. Pour vous, c'est une chimère. Il y a des choses formidables. Par exemple, les équipes de Pierre Magistretti, ils ont aussi travaillé sur des prothèses pour des gens qui ont perdu un membre, qui sont pilotées par un implant crânien, et vous arrivez à diriger un bras et à retrouver une mobilité. Alors, là, on a envie d'applaudir, c'est super. Mais quand il s'agit de tout faire à notre place et de dire c'est génial, parce que maintenant on s'est rendu compte que pour tout ce qui est
je sais pas, la plupart des travaux qu'on fait maintenant, aujourd'hui, la plupart des emplois, ils peuvent être suppléés par des machines qui le font mieux que nous. Est-ce que c'est super? Je suis pas sûr. En gros, on est en train de nous dire, on n'aura plus besoin de vous. Donc, le fait que l'utilité de l'humain sur Terre, c'est son travail. Si on n'a plus de travail, qu'est-ce qu'on fait? On dit, ah non, on va faire plein de choses. Il y a le métaverse, on va trouver plein de choses pour s'occuper. Mais on n'est pas des bébés qui avons besoin d'être babysitters, enfin qu'on nous donne du divertissement pour nous occuper. Je pense qu'on peut être plus ambitieux que ça. Si on est sur cette terre, on a sûrement quelque chose de plus intéressant à faire que jouer à GTA toute la journée. Donc c'est ça. Pour moi, cette question, elle est de plus en plus forte. Pendant très longtemps, elle était lointaine parce que pendant des siècles, notre présence, elle était un peu validée par une idée religieuse aussi. C'est quand l'humain était créé par Dieu et c'était l'humain qui devait s'occuper du reste du vivant. Aujourd'hui, on est revenu de ça. On se rend bien compte qu'on n'est pas du tout assez responsable pour s'occuper du reste du vivant. C'est plutôt le reste du vivant qui s'occupe tant bien mal de nous pour qu'on continue à vivre sur cette planète. Donc, la question, elle devient de plus en plus forte. Au fond, quel rôle on a à jouer dans cette histoire? Et je trouve que cette question, elle est passionnante. Moi, elle m'empêche de dormir. Enfin, j'ai envie de savoir. Et je ne sais pas si je saurais, mais... Et vous avez les insomnies très créatives, parce qu'en général, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est là que les idées de scénario oui, mais vous apparaissent. En plus, elles sont assez optimistes, parce que quand je parle de ça avec certaines personnes, elles me disent « Ah, mais c'est horrible de penser ça ». Moi, je trouve pas. Je trouve que c'est assez exaltant de se dire qu'on arrive à la fin d'un système et qu'on doit on doit en créer un autre. Ce projet est aussi, on l'a dit, il est discutable sur le plan éthique, sur le plan politique, il est aussi très discutable sur le plan environnemental, puisque en effet, cette augmentation du cerveau nécessite des masses incroyables d'énergie, et dans l'actualité du moment, ça nous fait rêver. Est-ce que vous sentez, par rapport justement à ce regard très critique que vous portez sur le transhumanisme et sur cet être augmenté qui finalement est diminué, est-ce que vous sentez comme une conscience morale, comme peut-être, osons le mot, un lanceur d'alerte par rapport à cet aveuglement qu'on a tous face à cette hyper-technologie qui nous entoure? Non, parce que j'ai pas les connaissances scientifiques qui me permettent d'affirmer quoi que ce soit. Mais je pense que quand on raconte des histoires, on raconte toujours des histoires qui font écho à notre quotidien. Même les histoires pour les enfants, même quand on fait des histoires humoristiques, ça a toujours un écho à au climat social, à notre actualité. Et ces histoires, elles ont la mission de nous faire rire quand on a besoin de prendre la distance par rapport à des choses qui sont trop dures, de nous faire rire de nous-mêmes pour comprendre que parfois on est ridicule, et d'ouvrir des questions, en fait, parce qu'on se glisse dans la peau d'un personnage, on vit cette histoire, et tout à coup on le vit avec une espèce une présence différente que quand on regarde l'actualité ou que quand on écoute des lanceurs d'alerte, justement, où on a tendance à se mettre en retrait parce qu'on n'a pas forcément envie qu'on vienne nous bousculer dans nos certitudes. Et je pense que la fiction, elle fait ce rôle, elle fait ce travail-là de manière parfois inconsciente. On le sait pas. On dit pas je vais écrire une histoire pour que les gens se posent cette question. On écrit cette histoire parce qu'on se pose des questions et on se rend compte au fil du livre que ça soulève ces choses-là. Et après, c'est encore quand le livre sort que des gens viennent nous dire ah, j'ai lu cette histoire et ça m'a fait me poser cette question à laquelle peut-être nous on n'avait pas pensé, parce que les lecteurs font aussi le livre après. Et voilà, je pense que ces choses-là se passent petit à petit, et les gens qui écrivent des livres les écrivent dans leur époque. Et donc les livres qui s'écrivent aujourd'hui, ils vont un petit peu emmener les lecteurs dans des zones de questionnement, de réflexion, qui vont faire que on va petit à petit. Alors ça, c'est mon côté un peu Miss France. Moi, je suis peut-être un peu utopiste, mais qui va faire que petit à petit, on va créer un monde différent. On va le faire bouger. Et je crois que c'est plus la fiction qui va emmener les gens là-dedans que les lanceurs d'alerte qui vont avoir un discours peut-être plus agressif et qui nous mettent à part, quoi. Vous faites quelque part, on est dans la maison qui se situe au centre de la forêt, de l'autre côté du périphérique, chez Hazel, cette jeune femme qui recueille Constant. Vous faites quelque part un gros plan sur sa bibliothèque.
Et je suis allé voir ce qu'on trouvait dans la bibliothèque de Hazel. On y trouve notamment un livre de Greta Thunberg, tiens, qui pour elle, en 2113, est une arrière-arrière-grand-mère. C'est les mémoires d'une vieille Greta Thunberg. C'est ça. Et puis on y trouve aussi un livre de Philippe K. Dick, un grand classique intitulé Ubik. Est-ce que c'est une littérature aussi de référence pour vous? Bien sûr, ouais. Philippe K. Dick, c'est un peu... il pose les bases et c'est incroyable de voir comme il a été visionnaire, comme il a ouvert. Alors il a aussi dit plein de choses qui sont pas du tout passées, mais il a raconté des histoires qui étaient justement, il faisait des hypothèses sur un futur qui était vachement précis quand même. Et après il a été beaucoup adapté, il a été adapté au cinéma pour le meilleur et pour le pire, mais je pense que c'est quelqu'un qui a participer énormément aux prises de conscience qu'on a par rapport à notre environnement, à notre manière d'utiliser l'énergie, à la manière dont on vit ensemble sur cette planète. Alors que c'était a priori pas quelqu'un qui a le profil ni d'un grand humaniste, ni d'un grand écologiste, mais simplement parce que son imagination le poussait à raconter ses histoires. Il y a un troisième ouvrage aussi qui est très important dans cet album, Ce que nous sommes, c'est Moby Dick de Herman Melville, qui se trouve aussi dans la bibliothèque de Hazel. Et il y a peut-être une dimension spirituelle à trouver dans ce livre, qui fait certainement partie de vos références aussi. Oui, bah Moby Dick fait déjà référence à Jonas, à la Bible, ouais, à l'homme qui essaie d'échapper à son destin, à la peur de cette nature, puisque c'est cette histoire dans la Bible de Jonas, c'est quelqu'un qui essaye d'échapper à Dieu, il se fait manger par un gros poisson, et puis ce poisson il est plutôt bienveillant, puisqu'il il le sauve de la tempête et il le recrache sur une plage et il est transformé. Donc c'est le passage par un animal qui le fait devenir l'homme qu'il doit être. Dans Moby Dick, c'est une autre histoire. C'est une espèce de fou qui veut absolument se venger d'un animal et montrer que l'homme est plus puissant. Et on a le jeune personnage qui observe tout ça et qui est effaré de ce désir de vengeance. Et c'est très inconscient en fait ça, parce que j'avais envie que le personnage, comme ce personnage a stocké toute la littérature contemporaine et ancienne dans son cerveau numérique, il a tout ça qui est passé par sa tête. Et il sait plus rien, et tout à coup il se trouve qu'il sait réciter tout Moby Dick. Donc il a lu Moby Dick. Et il sait que c'est pas lui qui l'a lu, mais qu'une femme lui lisait Moby Dick. Donc il est persuadé que c'est sa mère. Et il s'est perçu en cours de récit qu'en fait c'est pas sa mère, c'est Scarlett Johansson. Et il comprend pas pourquoi, qui est cette actrice morte du siècle passé qui lui disait ça. Et en fait, voilà, on peut acheter des acteurs et des personnalités numériques qui viennent vous lire un roman, ce qui est presque déjà possible. Et donc, ses souvenirs sont attachés à cette femme. Et en fait, le seul souvenir qu'il a de quelqu'un qui fait un geste maternel, qui est de lui lire une histoire pour l'endormir, c'est quelqu'un qui n'existe pas. C'est un personnage numérique. Et puis, on peut faire un lien aussi avec les premières planches, les premières cases de ce que nous sommes. C'est-à-dire que Constant est en train de nager dans le métaverse auprès d'une baleine. Et c'est une expérience d'une rare intensité pour lui, avant qu'il se fasse bouffer par un requin. Ouais. Qui est aussi une expérience d'une rare intensité, j'imagine. C'est plus traumatisant. Ouais. Mais le fait que, j'en parlais tout à l'heure en introduction, le fait que vous ayez souhaité prêter les traits de l'un de votre fils, Charles, je crois qu'il s'appelle, à votre personnage principal de ce que nous sommes, est-ce que ça a une symbolique aussi? C'est-à-dire que lui, votre fils, va vous succéder dans l'ordre des générations, et il y a peut-être un souci en tant que créateur, mais aussi en tant qu'homme, que vous nourrissez à l'égard des générations qui vont nous succéder. Oui, dans ces deux récits, c'est des personnages que j'avais envie de mettre parce qu'ils incarnent le futur, ils incarnent mon futur quand je serai plus là. Mais c'est aussi bassement des raisons pratiques, c'est qu'ils sont tout près de. Ils sont à disposition. Ils sont à disposition. Et puis ils comprennent. J'ai pas besoin de leur expliquer très longtemps. Ils savent que papa dessine et depuis qu'ils sont gamins, ils me voient dessiner. Et pour eux, c'est le truc le plus banal que peut faire un papa, c'est de dessiner à longueur de journée. Donc, ok, d'accord, je vais poser pour toi. Enfin, voilà. Alors, je crois qu'on aura compris que ce que vous racontez dans Ce que nous sommes, c'est un effondrement. Mais pas seulement parce que la dernière planche, et bon, c'est pas faire du
comment on appelle ça, spoiler l'album que d'en parler, sur une perspective qui justement nous ramène à notre humanité et une humanité, si possible, déconnectée. Donc c'est assez noir, c'est assez sombre ce que vous racontez, mais pas seulement, il y a aussi une ouverture à la fin. C'était le cas aussi dans The End. Ça, c'est mon côté optimiste. Voilà. Ce que vous appelez Miss France ? Ouais. Moi, je suis persuadé qu'on a encore énormément que notre humanité a encore énormément de ressources intérieures qu'on n'a pas développées. Et c'est pour ça que ça me désespère, le fait qu'on délègue de plus en plus de choses aux machines. Parce que j'ai l'impression que il y a des choses qu'on voit. Il y a des gens qui, par exemple, il y a des gens qui communiquent avec d'autres. Il y a des gens qui entendent des choses. Il y a on a tous on connaît de près ou de loin une expérience avec un guérisseur qui fait un truc un peu qui est entre le surnaturel. Et moi, je suis persuadé que ce cerveau extrêmement complexe qu'on possède, il est destiné à nous faire des choses qu'on n'a pas encore complètement explorées, parce que notre évolution, elle s'est arrêtée à un moment où on a été pris en charge par une machine, même avant l'ère industrielle. On a dit, voilà, maintenant on va organiser, des gens ont décidé d'organiser la société d'une certaine manière, on a délégué le travail, toi tu feras ça, toi tu feras ça, donc chacun fait un petit morceau. Et du coup, on n'a pas été au bout de ce développement. Mais quand j'ai travaillé sur ce que nous sommes, dans toutes les recherches, les choses que je suis allé voir, je suis tombé sur une série de récits autour de quelque chose qui s'appelle le syndrome du savant, qui est quelque chose de complètement incroyable. En fait, des gens qui se retrouvent face à une situation de mort imminente et en une fraction de seconde, leur cerveau réorganise la circulation énergétique, la circulation d'informations pour pas qu'ils meurent. Et par exemple, des gens qui reçoivent la foudre ou le premier récit que j'ai lu, que j'ai trouvé incroyable, qui est un des premiers qui est consigné, c'est au 19e siècle, des gens qui travaillent dans le Far West, qui sont en train de construire les chemins de fer. Et donc, ils sont là, ils posent les chemins de fer dans le désert, et quand il y a un rocher, ils font exploser le rocher, et ils continuent. Et donc, il y a un monsieur qui est là, qui fait partie de ces travailleurs, qui est un immigré très timide, qui est dans son coin, qui parle à personne. Et à un moment, il se trompe, et donc, pour faire péter un rocher, en fait, il creuse un peu dedans, il met de la poudre à canon, et puis il tape avec une baramine dedans. Enfin, ils envoient une baramine qui pousse, et ça fait exploser le rocher. Et lui, il fait une fausse manip, et il reste à côté, et il tape avec sa baramine. La baramine explose, et lui traverse la tête. Et imaginez, au 19e siècle, on est en plein Far West, au milieu de rien du tout. Le premier village, il est à une demi-heure de Mulhouse. Et donc le gars, il a un trou dans la tête. Et ils se disent, bon, il va mourir, il meurt pas, il parle toujours. Donc il l'amène au bar du coin. Et là, il le soigne à l'alcool, enfin, comme on peut imaginer qu'on faisait à l'époque. Il le désinfecte au whisky, il le recouse. Le gars vit encore 18 ans. Et pendant ces 18 années, c'est une autre personne. Personne ne le reconnaît. Il parle pas de la même manière. Il est hyper grossier. Il est agressif avec tout le monde. C'est une autre personnalité. Et c'est incroyable. Et en fait, alors parfois, c'est des choses incroyables. Il y a un autre récit, qui est un personnage qui est un peu plus connu parce qu'il a été médiatisé. Il reçoit la foudre. Peut-être je mélange les histoires. Non, c'est un représentant dans des produits pharmaceutiques, je crois, qui se fait agresser dans la rue, il se fait tabasser par des gars, il est retrouvé comme mort, il sort du coma et il se met à expliquer les équations fractales. Il comprend il se réveille, il comprend toutes les équations fractales. Vous en parlez dans les dernières pages. Demandez-moi pas ce que c'est. J'ai lu beaucoup sur les équations fractales. Vous avez fait un très beau dessin qui illustre ce que sont les, c'est des images, équations fractales. Des équations qui donnent des très images. Abstrait. Et un autre devient compositeur de piano après avoir pris la foudre. Enfin, c'est des gens, en fait, tout à coup, le cerveau montre qu'il a possibilité de réorganiser nous réinventer, en fait. Pas toujours, hein, parfois pour le pire. Mais donc on voit qu'on a des ressources qui n'ont pas été encore complètement explorées et en fait elles vont l'être de moins en moins parce qu'elles ont de moins en moins. C'est comme disait par exemple Magistretti, il disait le cerveau il s'adapte très très bien à la paresse. Si vous faites à sa place un truc, il va arrêter de le faire.
Ouais. Si vous avez besoin de mémoriser, par exemple, avant, voilà, les gens lisaient un livre et ils aimaient un livre, donc ils s'efforçaient de le mémoriser parce qu'ils avaient envie de pouvoir raconter ça à quelqu'un d'autre. Ils mémorisaient un poème entier par cœur. Aujourd'hui, qui fait ça? Vous le lisez sur votre téléphone, il n'y a pas besoin de mémoriser les choses. Donc le cerveau, il dit très bien, moi je fais plus ça. Et donc il abandonne plein de fonctions. Et c'est pour ça qu'il se retrouve diminué. Il les abandonne pas forcément au profit d'autre chose. Ouais. C'est-à-dire qu'il va pas forcément travailler, il travaille pas pour rien. C'est une machine vachement pragmatique. Donc si on l'habitue à rien foutre, voilà. Bon, pour l'instant, vous ne vous habituez pas à rien foutre. Il y a un projet qui est dans vos tiroirs, dans vos dossiers actuellement, qui rejoint peut-être... Alors, pas de projet dans la lignée de ceci, parce que cette année, c'est les 30 ans de Titeuf. Et donc, ça se célèbre. Là, je viens de terminer un album qui va sortir cet automne. Un espèce d'album souvenir, un livre d'or avec plein de choses inédites sur Titeuf. Et l'année prochaine, il y a un album de Titeuf. Donc voilà, là, je vais avoir une année un peu consacrée à ce personnage. Vous imaginez une adaptation sur grand écran de ce que nous sommes? Vous seriez partant? Alors, avec de véritables acteurs? Je suis toujours partant de discuter, en fait. Il y a souvent, par exemple, Diane, il y a déjà eu 5 projets d'adaptation. Ouais. Un bruit étranger beau, il y en a eu plusieurs. Enfin, après, le cinéma, ça n'aboutit jamais. C'est une histoire compliquée, ouais. Je suis tellement content de faire de la bande dessinée. Parce que c'est tellement compliqué. En fait, vous devez convaincre tellement de gens avant que le truc existe. La bande dessinée, on fait une bande dessinée, puis après, on doit convaincre les gens qu'elle est cool, qu'ils devraient la publier et la lire. Mais elle est déjà faite. Tandis que le cinéma, non. Vous avez plein de gens qui interviennent, qui disent c'est bien, mais c'est un peu quand même... parce qu'on a peut-être Tesla qui sera partenaire, donc il faudrait pas dire ça. Alors il faudra, enfin, vous voyez, il faut faire plein de compromis qui font que votre film à l'arrivée, il va peut-être raconter une autre histoire. Et je suis de moins en moins excité quand on me propose un projet d'adaptation audiovisuelle. On aurait pu parler encore longtemps de votre œuvre ZEP et notamment de votre dessin. On n'a pas parlé de la forme. C'est une ligne. J'aime bien la ligne d'un dessinateur pour vous. J'ai lu ça quelque part. Se rapproche du timbre d'une voix. C'est quelque chose de très personnel. C'est ça, ouais, c'est vraiment qu'on ne peut pas modifier. On peut la travailler. Ouais. Quand vous avez une voix, vous pouvez la travailler. Poser. Mais si vous avez, si vous n'avez pas la voix d'Elvis Presley, vous l'aurez jamais, quoi. Et le dessin, c'est la même chose. Le trait, c'est la même chose. Moi, j'ai un trait très pointilleux, je vais tout méticuleux. Dessiner. Ouais, méticuleux. Si je dois dessiner ces fleurs devant, moi je vais dessiner les plis qu'il y a sur ce pétale rose. Ça va me fasciner. Je vais passer déjà 10 minutes à faire ça. Alors que j'ai des camarades qui vont arriver avec un feutre pinceau, puis ils vont faire 3 traits, ouais. Et on dira waouh, c'est incroyable, ça ressemble. Mais ils auront mis 10 secondes et moi je vais mettre une demi-heure, quoi. Donc voilà, je pourrais jamais être comme, je peux m'amuser à les imiter, mais je peux pas être comme ça. Et c'est lié à ma personnalité, et c'est pour ça la voix, je compare ça à la voix. Ouais. Il y a quelque chose de la contemplation chez vous, lorsque vous êtes devant cette fleur qu'il faut rendre. Tout à fait. Moi, je dessine parce que quelqu'un me disait l'autre jour, vous vous rendez compte, avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on peut faire des bandes dessinées. Il y a des bandes dessinées qui sont générées par ordinateur, qui sont hyper bien. Alors vous, un jour, peut-être qu'on pourra faire un Titeuf par en intelligence artificielle. Alors vous aurez plus besoin de dessiner. Mais je disais, non, moi je dessine pas, j'ai besoin de dessiner, je dessine parce que j'aime dessiner, je veux pas m'arrêter. Si un ordinateur le fait à ma place, si ça l'amuse, mais moi je vais pas engager un ordinateur pour dessiner à ma place, quelle tristesse. Non. Allez, si vous le voulez bien, on va conclure. Juste avant que vous ne puissiez demander une dédicace à ZEP, peut-être avez-vous une question à poser, une remarque dont nous faire part. Il y a un micro qui se balade. Monsieur, voilà. Oui, je voulais vous demander, vous dessinez à la main, à l'ordinateur, et comment est-ce que vous faites les couleurs? Alors c'est toujours à la main, c'est presque toujours sur du papier, à part mes storyboards que je dessine sur une tablette graphique, mais c'est toujours un stylet. Et les couleurs pour ces albums sont faites à l'ordinateur. Ouais, sont faites à l'ordinateur. Ok.
Ok, merci. C'est pas, c'est pas de la quadrichromée. Hein. On est dans un aplat de couleurs qui varie selon les temporalités dans lesquelles on se trouve. C'est un langage, la couleur. C'est pas juste pour faire joli. C'est ça. J'utilise la couleur pour figurer les séquences. Donc chaque séquence a sa gamme colorée. Oui. Et puis ça m'évite de mettre des narratifs le lendemain, un peu plus tard, pendant ce temps. On est censé le comprendre par les alternances de couleurs. Des ellipses chromatiques. Voilà, c'est un beau terme, je vais le garder. Est-ce que quelqu'un souhaiterait encore poser une question à notre invité? Madame, à droite. Merci beaucoup. Mon fils aimerait connaître votre âge. J'ai 54 ans. Merci beaucoup. Et ça ne suscite aucune réaction. Ça, c'est une question facile. Parce qu'il est extrêmement déçu. Oh non. Moi, j'ai plus l'âge de Titeuf depuis longtemps, malheureusement. Et la mèche est moins rebelle. Ouais, elle est plus rebelle depuis longtemps. Ouais. Alors, oui, madame, là, au fond de la salle. C'est une question un peu particulière. Je me permets parce que personne ne levait la main. Je suis enseignante dans une école en Suisse. Et sur les portes de l'école, il y a vos bandes dessinées pour bien se laver les mains, etc., de Titeuf. Et donc, je me demandais aujourd'hui si ça faisait partie de votre programme, par exemple, de venir à l'école et de faire un atelier ou discuter de vos BD avec les enfants. Dans ce cas, je vous invite. C'est gentil. Alors, malheureusement, je ne le fais plus pour des questions de temps, mais je l'ai fait beaucoup. Ouais. J'ai fait beaucoup. Ça m'arrive encore de le faire, mais très rarement, et plutôt autour de chez moi, parce que j'ai peu de temps. Tout à coup, j'ai vite une demi-heure et je vais faire une rencontre. Mais c'est marrant parce que je vois un peu l'évolution aussi sur 30 ans des rencontres scolaires, du rapport à la bande dessinée, les questions que posent les enfants. Et il y a 30 ans, j'étais inconnu. 2-3 personnes avaient peut-être lu le premier album de Titeuf, donc je disais bonjour, je m'appelle Zep, je dessine un personnage. Alors je dessinais Titeuf sur le tableau et les enfants disaient il dessine en temps réel, quoi, c'est incroyable. Puis après, les questions des enfants, c'était mais comment on fait pour inventer un personnage? Comment ça marche? Comment on invente une histoire? Enfin, il y avait des questions très techniques. Et les dernières fois que j'ai fait, c'était combien on gagne quand on fait de la bande dessinée? Vous connaissez des gens connus? Vous connaissez Big Flo et Oli? Vous connaissez machin? Vous connaissez tout. Donc, ouais, il y a un petit déplacement des questions. Vous ne dessinez d'ailleurs pas les Titeuf que sur les tableaux noirs. Enfin, je ne sais pas s'ils sont encore noirs aujourd'hui, ils ont viré au blanc. C'est un petit fait d'actualité. Il y a une immense fresque qui a été inaugurée cet été du côté du Petit Lancy. On voit Titeuf avec son amoureuse. Mais alors vraiment en très 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 grand format. Très très grand, ouais. Ça c'est quelque chose qu'on m'a demandé quelques fois. J'ai fait des fresques. C'est assez incroyable de voir un dessin de cette taille-là. J'en ai fait une à Bruxelles, il y en a une à Lausanne que j'aime beaucoup, et puis il y en a 3 à Genève maintenant, et une à Angoulême. C'est assez drôle. Et la fameuse statue de Titeuf qui se trouve à Carouge, voilà, dans la cour de récréation du collège. Exactement, ouais, dans son école. Monsieur a une question. Est-ce que le micro peut... Alors. Bonjour. Ah non, il y a... Oui, c'est la sonorisation, c'est le principe. J'avais une question. Déjà, bonjour. Est-ce que vous avez fait évoluer vos BD Titeuf par rapport à l'évolution de la jeunesse, entre guillemets? Par rapport à ce que vous voyez? Ouais, alors oui, probablement, tu vois, parce que dans les premiers albums, Titeuf, il est confronté à des technologies de l'époque. Son rêve, c'est d'avoir une Game Boy et personne n'a de téléphone portable. Ça n'existait pas. Et puis, il réagit, même si je n'essaye pas de faire vraiment de l'actualité comme du dessin de presse, mais il réagissait à la situation dans laquelle il vivait, à la société dans laquelle il vivait. Par exemple, il y avait beaucoup de... c'est des questions qui reviennent tout le temps. Hein. Il y avait beaucoup d'immigrés qui venaient des pays de l'Est, donc il réagissait à ça. Il avait des petits copains qui arrivaient dans la classe, qui venaient d'un pays en guerre. Il parlait par rapport à ça. Malheureusement, ça n'a pas beaucoup changé. Il y a toujours ça.
il y avait le sida qui était là, et donc il posait des questions par rapport à ça. Qu'est-ce que c'était le sida? Comment un enfant de l'âge de Titov pouvait comprendre ça? Et puis après, il évolue, mais j'essaye pas de faire quelque chose qui colle à l'actu. Toi, je vais pas forcément parler de TikTok, parce que je me dis que peut-être que du temps que mon livre sorte, ce sera plus TikTok qui sera le support important, mais ce sera un autre. Mais par contre, aujourd'hui, on peut plus faire une bande dessinée qui parle de l'univers des enfants et ne pas parler des réseaux sociaux. Pendant longtemps, j'ai résisté. Titov n'avait pas de téléphone portable. Aujourd'hui, c'est vachement dur de raconter une histoire où on parle de l'univers de l'enfance sans téléphone portable. Et alors, moi, je suis un observateur privilégié aussi, parce que j'ai élevé 5 enfants, donc j'ai vu un peu comme ça sur 15 ans, entre le premier et le dernier, ils ont 12 ans de différence, donc j'ai vu un peu les choses qui changent. Mais voilà, c'est pas pareil. Je peux pas prétendre raconter ça de l'intérieur. Quand je raconte l'enfance, je pense à ma propre enfance, à mes souvenirs d'enfance, tandis que si je dois parler de l'enfance de ta génération, c'est plus compliqué pour moi. Donc, j'essaye pas forcément de coller pile à l'actu. Donc, en fait, vous identifiez plus à Titov? Ouais, Titov, c'est moi. On me dit souvent que je suis le papa de Titov, mais je suis pas du tout le papa de Titov, en fait. Je suis Titov. Justement, vous vous identifiez à lui et à votre jeunesse, justement. C'est-à-dire que quand je suis en train d'écrire, de dessiner pour mes albums, je me mets dans la peau de Titov. Donc, je vais écrire ce qu'il est en train de faire, des bouts de dialogue, et ça va m'amuser, ou ça va me faire peur, ou ça va comme si j'étais le personnage. Donc, la limite du genre, c'est que j'ai du mal à me projeter dans une enfance d'aujourd'hui qui n'est pas la mienne, effectivement. Moi, j'ai jamais posté des vidéos de moi qui danse sur un téléphone, donc je peux pas complètement tout comprendre. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Alors, peut-être une dernière question à monsieur. Disons, en fait, c'est une question un peu particulière par rapport à l'éducation. Je rejoins la dame tout à l'heure. Ma génération n'était pas habituée à étudier, par exemple, les bandes dessinées comme ouvrage à l'école. Aujourd'hui, ça commence. Comment vous voyez cette tendance? Est-ce que il faut avoir des codes par rapport à l'analyse, etc. Et comment vous vous placez par rapport à ça? Je pense que moi, je me rappelle que quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée, quand j'étais enfant, ado, que je faisais des bandes dessinées, il y avait beaucoup de gens dans ma famille qui me disaient: moi, je sais pas lire de la bande dessinée, parce qu'ils savaient pas où il fallait regarder. Ma grand-mère, elle ouvrait, puis elle commençait à regarder en bas. J'ai dit: non, faut regarder là. Ou elle lisait d'abord la dernière image. Je dis: mais t'as grillé toute l'histoire, il faut pas faire ça. Donc voilà, c'est des codes qu'on apprend. Je pense que les gens d'aujourd'hui qui ont votre âge, ils ont grandi avec la bande dessinée, donc c'est beaucoup plus devenu normal d'en lire, et ça peut maintenant faire partie effectivement aussi des outils pédagogiques, ce qui n'aurait pas été du tout possible. Quand moi j'étais enfant, la bande dessinée c'était vu comme quelque chose de mauvais. C'était quelque chose qui allait éloigner les enfants de la littérature. Aujourd'hui, s'il y a des enfants qui lisent de la bande dessinée, on est déjà vachement content. Donc on va pas les engueuler. Mais moi, je me rappelle que mes parents ont été convoqués plusieurs fois à l'école, parce que mes professeurs étaient désespérés, parce qu'ils disaient: mais il lit que de la bande dessinée. Donc, qu'est-ce qu'il va faire de sa vie? Et ils avaient raison, je fais de la bande dessinée. Bon, je vous propose de ne pas empiéter davantage sur le temps qui est réservé à la séance de dédicace. Il va falloir bosser un peu maintenant, Zep. C'est parti. Ça se passe de l'autre côté. Donc on se retrouve de l'autre côté. De l'autre côté. Alors, il y a une règle, s'il vous plaît, à respecter, c'est une dédicace par personne. Voilà. Ne cumulez pas les plaisirs, s'il vous plaît. Comme ça, tout le monde en aura pour son argent, non. Sa lecture. Merci beaucoup.